Bonsoir. Pour une troisième année, nous avons choisi de vous présenter une édition spéciale de RDI Économie consacrée à la consommation dans le temps des fêtes. C'est un moment important de l'année et on veut vous aider à passer à travers ce temps des fêtes. Reportages, invités, experts sur notre plateau. Entre autres sujets ce soir, les appareils électroniques et les enfants. Est-ce qu'il est approprié d'offrir une tablette, par exemple, une tablette à un enfant en bas âge? Des idées de cadeaux aussi, les bons jouets et ceux qui sont à éviter, les bonnes applications pour magasiner en ligne. On a des trucs aussi pour voyager sans se ruiner dans le temps des fêtes. Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'aller magasiner aux États-Unis? Et des cadeaux, c'est bien, mais est-ce qu'il existe d'autres façons de donner? On a des experts au cours de la soirée qui vont nous aider justement à y voir un peu plus clair. Nos deux experts sont Isabelle Thibault de l'ACEF du Sud-Ouest de Montréal. Bonsoir. Bonsoir. Et Jacques Nantel, qu'on connaît bien, associé chez Léger, professeur de marketing à HEC Montréal. Bonsoir. Bonsoir. Si je vous demandais un mot en partant pour décrire ce temps de l'année, Isabelle Thibault. Choix. Choix. Pourquoi Ouais. choix? Parce qu'on peut choisir de vivre les choses comme on veut. On n'est pas victime de ce modèle-là, pas complètement en tout cas. Le modèle. Le modèle de consommation, vous Oui. voulez dire. Ah Je oui. pense que vous allez nous expliquer ça. Vous, votre mot? Moi, je vous dirais artificiel. En fait, Noël, tout ce qui tourne autour de Noël, c'est une construction. Il faut bien le comprendre. Là, ça n'a pas été écrit dans la Bible qu'il fallait faire tout ce qu'on fait en matière non, de... ça vient pas de Et la non, Bible, ça? pas en matière de consommation. Et c'est une production, c'est une machine qui est très bien huilée, Ouais. qui est vraiment destinée à faire consommer. Il faut bien comprendre qu'un mois normal, on dépense à peu près 8 de ses avoirs. Noël, c'est 19 19 Aïe, 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 c'est pas facile. On vous retrouve dans quelques instants. Je vous invite à commenter tout au cours de l'émission, si vous le voulez. Vous allez sur notre page Facebook et vous allez pouvoir commenter ce que vous entendez. Je vous demande d'ailleurs sur notre page Facebook, que donnez-vous à Noël? Combien vous dépensez? Et est-ce que vous avez des trucs pour éviter de trop dépenser? Alors, n'hésitez pas à joindre la discussion. Allons-y tout de suite avec un sujet qui provoque peut-être certaines frictions dans votre famille. Vos enfants vous font toutes sortes de pressions pour avoir des cadeaux, des beaux cadeaux. Karine Bastien, bonsoir. Bonsoir. Les appareils électroniques comme ces fameuses tablettes et les téléphones intelligents sont très, très en demande ces temps-ci. Énormément. On a beaucoup de pression. Oui, ils ont la cote et surtout auprès des plus jeunes, 5-6 ans, ils veulent imiter les grands, ils veulent avoir des appareils électroniques. Et effectivement, on constate qu'il y a une pression sociale pour avoir ce type d'appareil. Et dans les tablettes, par exemple, il y a des applications, nombreuses applications pour les jeunes, notamment des jeux, mais aussi des jeux éducatifs. Alors ça, peut-être que c'est un côté un petit peu plus, qu'on connaît un petit peu moins, mais il y a beaucoup de jeux éducatifs pour les jeunes. Alors, si vous voulez bien, on a rencontré une famille de Sainte-Julie qui nous explique un peu comment ils gèrent ces appareils électroniques dans la maison. La famille modèle. Merci, Karine. Je vous en prie. Pour garder un bon souvenir, quoi de mieux que de prendre une belle photo avec le téléphone intelligent de maman ou papa? Des appareils qu'ils aimeraient bien voir apparaître sous l'arbre de Noël. Un iPhone mini, un iPad. Mais à quel âge devrait-on donner une tablette, un téléphone intelligent ou un baladeur numérique à son enfant? À 7 ans. À 7 ans, ce serait un bon âge. Vers 14-15, c'est bon, là. C'est plate. Moi, j'irais jusqu'à 16 ans. Je suis vieux jeu. Nous sommes chez la famille Laplante-Clermont. Wow. Parents et enfants ont tous un appareil électronique. Les filles rendues au secondaire, c'est rendu tout là-dessus. Là. Moi, je trouve personnellement qu'il y a beaucoup de pression sociale. Une pression que la cadette Lauriane a ressentie à l'école. L'an passé, en 6e année, on était 2 sur 39 élèves à ne pas avoir d'iPod, iPad cellulaire ou des choses comme ça. Comment tu te sentais? Un peu seule. La plus jeune des enfants utilise un ordinateur portable à l'école et à la maison, un baladeur numérique pour écouter sa musique et aimerait imiter les plus grands. Puis toi, tu trouves-tu que tu es trop jeune pour avoir ça, une tablette comme ça? Ben non, parce que mes amis, y en ont. Sa mère n'est pas du même avis. Elle touche beaucoup aux ordinateurs à l'école, c'est une bonne chose. Pour l'instant, je vois pas l'urgence d'avoir ça à 7 ans. Bon, je suis en deuxième année, on me pose une question sur des fractions, j'ai du mal, papa et maman sont occupés. Alors, une demi plus trois quarts, cette application-là, elle reconnaît
tous les doigts de tous les enfants. Thierry Carsanti est titulaire de la chaire de recherche sur les technologies en éducation. Pour lui, il n'y a pas de doute. Lorsque l'utilisation de la tablette est bien encadrée, elle est un excellent outil pour faciliter l'apprentissage à la maison comme à l'école. Dans les maisons, en général, le message qu'on envoie, c'est que l'outil technologique, la tablette ou l'iPod, c'est un outil de jeu uniquement. C'est pas un bon message. C'est pas juste pour jouer. Je vous ai montré le potentiel. Il est immense. Chez Apple, 675 000 applications ont été développées pour le iPad, dont 80 000 dans la section éducation. Alexis Cornelier est conseiller chez Apple. Il teste plusieurs applications avec ses enfants. Il dépense en moyenne 300 $ pour l'achat d'applications par année. Plusieurs applications sont gratuites, mais une fois téléchargées, elles réservent parfois des surprises. Ça a été une problématique à l'époque parce qu'on a des enfants qui achetaient compulsivement des items virtuels dans leurs jeux vidéo après que les parents aient rentré le mot de passe. Et là, on se retrouvait avec des factures qui pouvaient monter rapidement. Là, on a vu des gens à 4 000, 7 000 $. Des systèmes ont été mis en place pour éviter cela, mais l'Union des consommateurs souhaite une étude approfondie de cette pratique. En attendant, les usagers des tablettes et des téléphones intelligents sont de plus en plus jeunes. Ils apprennent à manipuler ces appareils et à développer des comportements qu'on ne voyait pas il y a quelques années. La tâche revient donc aux parents de décider s'ils peuvent exposer leurs enfants aux nouvelles technologies. Oui, bien avec ça, il y a le prix aussi. Hein? Est-ce que ça, là, ces tablettes et ces objets, ces outils technologiques, est-ce que c'est trop gros, trop cher pour des enfants? Moi, c'est la première question qui me vient. On va parler de la pression, là, mais est-ce que c'est trop cher? Isabelle Thibault, tiens, conseillère budgétaire. Bien, je pense qu'il y a toutes sortes de types de tablettes. Il y a des tablettes, somme toute, assez adaptées à la réalité des enfants, avec des boîtiers en plastique, colorés. On n'est peut-être pas obligé d'acheter le dernier truc d'Apple pour se faire plaisir, ou en tout cas pour faire plaisir à notre enfant de 2 ans. Mais cela dit, il y a une pression sociale. La petite fille disait, on est 2 sur 39 dans notre classe à ne pas avoir de iPod, de iPad. La pression, elle est là. Bien sûr. Bien sûr, la consommation, en fait, de plus en plus, depuis longtemps, on se définit par ce que l'on possède. Et puis, à partir de là, évidemment, ça vient marquer les enfants. Oui. Chose intéressante, vous savez, Steve Jobs lui-même était réticent à ce que ses enfants aient une tablette avant qu'ils ne soient adolescents. Et en fait, il le refusait. Et quand vous regardez, il y a beaucoup de personnes dans Silicon Valley qui ont exactement la même attitude. Pourquoi? C'est comme s'ils étaient tellement proches de la technologie qu'ils se disent qu'ils comprennent, dans le fond, que c'est pas nécessairement une bonne chose à partir de l'âge de 2 ans. Je suis pas un spécialiste de la chose, je ne fais que le constater. Okay. Mais une chose est sûre, c'est que si on n'a pas certains référents avant de commencer à utiliser ce genre de choses-là, il risque de nous manquer quelque chose. Il y a des études qui ont été faites auprès de la Société canadienne de pédiatrie. Voici, on va vous présenter un peu des chiffres de la Société canadienne de pédiatrie. Voici les chiffres, donc, le temps passé devant un écran, les recommandations de la Société canadienne de pédiatrie de 0 à 2 ans à éviter. 0 à 2 ans, pas de tablette pour les enfants. De 2 à 4 ans, moins d'1 heure par jour. Et de 5 à 17 ans maximum, 2 heures. On est nombreux à être dans le trouble, hein? Oui, on est dans le trouble. Donc, autrement dit, c'est pas une bonne idée, selon l'association. Est-ce que c'est exagéré, ça? Bien, écoutez, moi, je suis pas pédiatre, hein? Je vais leur faire 100% confiance aux pédiatres, mais je veux dire, on expose aussi les enfants à des télés. Pour moi, tout ça, c'est des moyens. On ne pourra pas extraire les enfants de la société de consommation. Je pense que il faut, comme vous le disiez dans le reportage, donner un cadre à l'utilisation et ne pas oublier que ça, c'est un moyen, c'est pas une fin en soi. Oui. C'est quoi un cadre à l'utilisation? Comment on évite les achats compulsifs? Ben, écoutez, au départ, je pense qu'il y a une question de budget, l'utilisation compulsive aussi. Bon, il y a une question de budget. On va en parler tout à l'heure. Vous savez, la famille moyenne au Québec va dépenser cette année là, autour d'à peu près 1 000 $. Grosso modo, 600 $ pour tout ce qui est les réceptions, etc. Et puis 400 quelques dollars par ménage au niveau des cadeaux. Ça augmente progressivement, mais une des choses qui est sûre, c'est que le budget des ménages, lui, n'augmente pas. De sorte que si vous allez vers une tablette, ben déjà, en partant, c'est à peu près votre budget cadeau là, qui vient d'y passer. C'est sûr que les familles qui vont s'en aller là-dedans vont dépasser largement ces 400 $-là. On va, par définition, être rendu uniquement au niveau des cadeaux, autour de 800, 1 000 $. Donc, ça va faire monter la facture. Alors, est-ce que vous le conseillez, vous, ça?
d'acheter, de tomber dans les technologies comme ça? On ne donnera pas des conseils de ce genre-là chez nous. Par contre, ce qu'on va faire, c'est expliquer aux gens les conséquences de tel geste. Qu'est-ce que ça a comme impact dans un budget annuel de mettre 1 500, 2 000 $. Et vous le disiez très bien, les parents sont un peu pris en otage, ou en tout cas se sentent pris en otage. Et il faut trouver... Et c'est dur de dire non. Ah, c'est très difficile de dire non. C'est très difficile. Et ça va souvent, je dirais, avec l'estime que le parent a pour lui-même. Les parents très solides qui sont capables de faire des choix pour eux-mêmes feront des choix pour leur enfant de la même façon. Voilà, on est déjà rendu sur le plan psychologique. C'est important. Isabelle, merci. Jacques aussi. Restez avec nous. On va vous retrouver un petit peu plus tard. Achetez-vous en ligne. Est-ce que vous faites de bonnes affaires sur Internet? On vous donne des trucs pour trouver des aubaines dans quelques instants. Ben oui, pour Noël, j'ai acheté beaucoup de choses en ligne, des cadeaux. Je ne peux pas les dévoiler ici maintenant. J'ai acheté beaucoup de vêtements et quelques articles aussi en ligne, oui. Les biens qui n'ont pas besoin d'une expérience au niveau de l'achat, c'est beaucoup plus simple de le faire à l'Internet. Faites-vous vos achats en ligne? Non, jamais. Pour tout, j'achète tout en ligne. Ils n'ont pas besoin de se déplacer aux États-Unis. Surtout en ligne, ici, tu peux quand même trouver sur Internet des prix assez intéressants. Quelquefois, mais c'est plutôt dans les magasins. Quand je peux trouver une meilleure offre, c'est sûr que je vais la faire en ligne. En fait, ce qui m'intéresse à moi, c'est de payer le moins cher possible. Donc, des fois, oui, de plus en plus. Année après année, les achats en ligne prennent de plus en plus de place et cette année, environ le tiers des gens devraient faire une bonne partie de leurs emplettes des fêtes sur Internet. Mathieu Dugal est avec nous. Il est chroniqueur techno et animateur de l'émission La Sphère sur ici Radio-Canada. Première, bonsoir. Bonsoir, Gérald. Bonsoir, Mathieu. Les achats en ligne, ça représente quoi cette année par rapport à l'an dernier, par exemple? Forte augmentation. Taux de croissance de 22 %. Ça ne représente pour le moment que 7 % quand même. 7,6 % des ventes au détail, mais c'est un taux de croissance énorme. Aux États-Unis, lors du dernier Vendredi noir, c'est à noter que 50 % des achats en ligne ont été réalisés via des applications mobiles. Alors ça, c'est quand même un signe des temps. Oui, c'est un signe des temps. C'est quand même considérable. Quels sont les avantages de magasiner en ligne? Bien, il y a la gestion du stress, premièrement, dans le temps des fêtes. Peut-être que les gens préfèrent rester chez eux et plutôt qu'aller affronter le temps et les foules. Il y a aussi la question qu'on peut faire on peut venir comparer très, très rapidement quand on est chez soi, dans le confort de son salon. Quand on est dans les magasins, même si on a un téléphone, c'est peut-être un peu plus compliqué. Alors, il y a beaucoup d'avantages. On peut faire surtout de très bonnes affaires. Bon, allons comparer justement, parce qu'il y a des endroits où on peut justement bien comparer les prix. Absolument. Une suggestion en particulier. Bien, je vous suggère le site ShopBot, qui est très intéressant. Ce site-là, par exemple, on a un exemple ici. Vous cherchez, par exemple, une tablette. La Samsung Galaxy Tab 3. On a une comparatif. On peut voir que les prix, ça va de 128 à 199 $ dans 16 boutiques. C'est à noter que c'est en général des boutiques en ligne. Il y a quelques magasins physiques qui sont là. Donc ça, c'est pour la tablette. Alors le shopbot.ca, là, on va là-dessus, puis on écrit le nom du produit qu'on cherche. Et c'est réparti. Il y a toutes sortes de types de produits, comme vous voyez ici. Quand on magasine des parfums, le Escape de Calvin Klein, une différence de 15 $ quand même entre 35 le plus cher et 49 dans 5 boutiques. Et on peut le commander, évidemment, chez soi. Et un jeu qui est très en vogue cet hiver, NHL 15, donc la nouvelle version de ce jeu de hockey, entre 49 et 103 $. Donc, on peut voir, là, c'est une cinquantaine de dollars de différence. Dans 12 boutiques. C'est énorme. Alors, on peut voir les boutiques, on peut voir les différentes boutiques où est-ce qu'on peut commander. Alors, c'est des boutiques en ligne, C'est des boutiques en ligne. Ce ne sont que des boutiques canadiennes. Il faut faire attention parce que si vous faites des achats sur des boutiques en ligne aux États-Unis, vous allez peut-être payer des frais de douane et ça peut annuler le rabais que vous allez faire aux États-Unis. C'est quand même considérable parce que je vois du 69 ici, 72, ça va jusqu'à 103 $. Donc, faites bien attention, oui. Mais c'est bien fait quand même. C'est très bien fait. Et si vous allez dans un magasin, par exemple, vous pouvez très rapidement aller sur votre téléphone quand vous avez un produit. On appelle ça le showrooming, le furetage dans les magasins. Et vous comparez avec les prix qui sont en ligne. Ça, les commerçants en général n'aiment pas bien ça. Il y a aussi des applications pour les téléphones intelligents qui sont utiles pour faire des comparatifs.
pour scanner, en quelque sorte? Et là, il faut faire très attention, Gérald, parce que les bases de données de ces produits-là, les produits ne sont pas tous là. Alors, si vous arrivez, par exemple, avec votre téléphone, vous ouvrez votre caméra et vous allez scanner un code, il se peut que le téléphone ne reconnaisse pas ce produit-là. Ou, par exemple, on va reconnaître le produit, mais on va vous donner des prix américains. Donc, il faut faire très attention et c'est beaucoup plus simple d'aller sur des sites, par exemple, comme ShopBot, plutôt que, vous pouvez l'essayer. Il y a ShopToIt, qui est l'application canadienne, ShopSavvy et Red Laser qui donnent des prix américains. Oui, c'est ça. Il n'y a pas d'application avec des consonances françaises, sauf que vous allez avoir des prix sur ShopToIt, vous aurez des prix canadiens. OK, on a quand même des prix canadiens. Des prix canadiens sur ShopToIt. Et ça nous aide, par exemple, on est dans un magasin, on décide de mettre le code barre, en quelque sorte, là-dedans, et ça nous donne le prix, ça fait des comparatifs. Et ça va très vite, hein, c'est très pratique. Si on trouve le produit, cela dit, parce qu'il faut le redire, ce ne sont pas tous les produits qui sont répertoriés sur les banques de données de ces applications-là. On entend souvent qu'il y a des problèmes de sécurité, des problèmes de vol. Comment on fait pour se protéger? Écoutez, j'aurais le goût de vous dire, premièrement, il faut que vous changiez vos mots de passe souvent. Ça, c'est la première des choses. Ça, c'est exaspérant, cette partie-là. On le fait jamais assez. Quand vous achetez un produit, faites attention dans la barre d'adresse en haut, il faut toujours qu'il y ait un petit S à côté du HTTP pour prouver que c'est une connexion qui est bien sécurisée. Et de grâce, ne faites jamais vos achats sur des réseaux publics dans des lieux comme des cafés, par exemple, parce que c'est extrêmement facile d'aller chercher des données. Qui ça va chercher les données? Il y a beaucoup de pirates qui peuvent aller avec une espèce de court-circuiteur d'ondes et on va aller chercher donc vos données très très facilement. Donc faites ça sur votre réseau 3G ou 4G ou faites ça sur votre réseau chez vous quand vous faites des achats en ligne. C'est extrêmement important parce qu'on peut vous voler vos données très rapidement. Bon, alors là, les adresses sont pas assez vite, mais tout ça sera sur Internet, sur notre page Facebook. Merci beaucoup. Au plaisir, Gérald. Merci beaucoup. Et je me tourne de nouveau vers mes amis Jacques Nantel et Isabelle Thibault. Les achats en ligne, est-ce que vous ne trouvez pas que ça nous fait acheter plus? Oh oui. La réponse est oui. Oui? Oui, parce que les achats en ligne, et puis bientôt, on va commencer à le voir de plus en plus en magasin, essentiellement, vous ciblent de manière très personnalisée. Lorsque vous allez en ligne, généralement, c'est que vous avez déjà magasiné, on sait ce que vous aimez, on sait ce que vous n'aimez pas, et surtout, on peut jouer ce que l'on appelle en anglais le cross-marketing. C'est-à-dire qu'on va vous faire une offre, puis on va vous dire, bien, quand à la mettre dans la boîte puis payer les frais, pourquoi est-ce que vous ne prenez pas ça aussi? C'est d'une efficacité absolument redoutable, voyez-vous? Oui. Parce que Amazon... souvent, on nous voit venir, on dirait. Bien, on vous voit venir, on vous connaît. On vous connaît mieux que votre mère, vous connaissez encore mieux que ma mère me connaîtrait. Une chose est sûre, c'est quand vous regardez les chiffres, Amazon, là, c'est 30% de plus de ventes qu'ils réalisent lorsqu'ils vous connaissent. Ah oui. Est-ce qu'on magasine mieux? On parlait là, du confort de son foyer. Est-ce que c'est mieux de magasiner en ligne? Peu importe où on magasine, je pense qu'il faut se donner un moment où on rationalise notre rapport à l'argent. Parce que peu importe comment on magasine, c'est excessivement émotif, ce moment-là. Et on le voit, je pense que le piège se referme surtout avec Internet, parce qu'avec les beaux algorithmes qu'on nous a construits, on nous connaît mieux qu'on se connaît, on nous propose des trucs avant même qu'on ait pensé de les acheter, et c'est tellement une bonne idée d'y adhérer. Ouais. Donc, il faut vraiment faire très attention. Il faut se donner un moment et planifier les trucs et se donner des limites financières parce que ça peut être sans fin, mais c'est aussi vrai dans les boutiques, surtout dans le temps des fêtes. Moi, je trouve qu'on perd aussi le rapport avec les gens, hein, les conseillers. Il y a des gens qui connaissent leur métier aussi, qui connaissent leurs produits. Tout à fait. Merci, à tantôt. Merci beaucoup. Bien, vous venez de le voir, hein? Le principal poste de dépense pendant les fêtes, ce sont les voyages. Mais comment voyager sans se ruiner? Maude Montembeault nous donne quelques conseils. Des rafales de vent, de la poudrerie, du pelletage. Il faut que je parte. Je sais pas si c'est le froid ou bien la noirceur tôt et tard. L'appel du voyage se fait sentir lorsque décembre frappe à nos portes. La plage, les bains de soleil, le sable.
C'est une période où est-ce que les gens ont tendance à vouloir s'évader un peu. On essaie de couper l'hiver. Carole et Serge Aubry, comme François Genet, sont des habitués des voyages. Depuis plusieurs années, c'est pendant le temps des fêtes qu'ils s'évadent vers le sud. On a déjà fait le Venezuela, le Nicaragua, la Colombie, le Mexique. J'ai fait l'Indonésie, le Sri Lanka, la Malaisie, la Thaïlande. On les ajoute d'une année à l'autre. Ils ne sont pas les seuls. Les demandes dans les agences de voyage bondissent durant la période des fêtes. Les prix aussi. On pourrait regarder pour le dimanche, le 21 décembre, donc vous seriez là-bas pour Noël. Les sièges vont se vendre. Donc, on peut se permettre de mettre le prix un peu plus élevé et on sait que ça va se vendre quand même parce que la demande va être là. Un forfait tout inclus dans les Caraïbes coûte en moyenne 1 000 $. Mais pour le même type de forfait, à la période des fêtes, il faut s'attendre à payer au moins 25 % de plus, soit environ 1 250 $. Au fil de ses aventures, François a développé plusieurs trucs et astuces pour s'en tirer à bon compte. Souvent, je vais consulter environ 7 à 8 sites, comme un qui est super populaire, Google Flight. Ensuite, il y a cheapoair.ca, que souvent, je jette souvent sur ce site-là. À chaque fois, dans les périodes des fêtes que je voyage, c'est tout le temps moins cher sur ce site-là. Il y a Skyscanner, il y a Kayak, il y a Yule Air. De leur côté, Carole et Serge consultent les agences de voyage pour obtenir des conseils, mais sans nécessairement y faire leur réservation. Pour nous, on pense que ça nous revient à peu près à moitié prix. Quand on s'organise nous-mêmes, quand on réserve toutes nos choses par nous-mêmes. Ainsi, ils acceptent aussi de se priver du luxe qu'offrent les hôtels des forfaits tout compris. Que les gens disent d'aller vers ces sites-là, que c'est meilleur marché, c'est une perception et non pas une réalité. On prend toutes nos factures, on fait une compilation, puis on regarde la différence. C'est jamais arrivé que ça nous a coûté plus cher qu'une agence. La journée du départ influence les prix. Moi, ce que j'ai constaté sur les sites, c'était le mercredi qui est un peu moins cher. Certaines études démontrent que pour profiter des meilleurs prix, il faut réserver de 3 à 6 semaines avant le départ. Le jour de la transaction est aussi à considérer. Du lundi au jeudi, les prix sont à peu près 5 % plus bas. Puis quand on va réserver les jours de fin de semaine, vendredi, samedi, dimanche, les prix sont généralement un petit peu plus hauts. Là, un aller simple, aller à Liberia. Pendant que François rêve à sa prochaine destination, les Aubry ont déjà réservé. Cette année, c'est à Saint-Martin qu'ils célébreront le Nouvel An, les pieds dans le sable, plutôt que dans la neige. Ici Maude Montembeault, Radio-Canada, Trois-Rivières. Des jouets, il y en a des tonnes, des très bons et d'autres carrément mauvais. Dans un instant, on vous dit quels sont les meilleurs et les moins bons jouets de l'année. Édition spéciale de RDI Économie, spéciale des fêtes. On répond à plusieurs de vos questions. On vous donne des trucs, on vous donne des conseils ce soir parce que c'est un moment de l'année où il y a beaucoup de pression, puis il faut absolument consommer, puis on reçoit de la visite. Notre plateau s'est transformé dans les dernières minutes. Il est un peu encombré. Vous allez voir ça. On a ici certains des meilleurs jeux de l'année et certains qu'il faut éviter. Avec nous, Danielle Charbonneau. Danielle Charbonneau, vous êtes coordonnatrice du guide, du fameux guide Le jeu et jouet, le guide annuel 2015. Voilà, le guide annuel, je vais le montrer à la caméra ici pour qu'on le voit bien. Voyez, et il y a vraiment beaucoup de conseils à l'intérieur, donc avec tous les détails des bons jouets. Alors, c'est quoi les bons jouets, Madame Charbonneau? Je vous ai apporté 6 coups de cœur. Et j'ai gardé mes 2 experts avec moi parce que je vais avoir des réactions en direct. Oui, alors il y a 6 coups de cœur pour les enfants de 0 à 6 ans. Oui. Alors, cette année, le guide, il est assez varié. Vous avez 100 bons produits pour les 0-6 ans. Vous en avez 6 ici, dont les Trésors du Château. Trésors du Château, ça se détaille à 35 $. C'est un jeu de société, c'est un jeu de mémoire. Alors, on doit faire la façade du château. On regarde
pour repérer les pierres de notre couleur. Oui. On retourne le château et là, je dois simplement rentrer la main et retrouver la bonne pierre. Alors, c'est un jeu de mémoire spatiale. Donc, c'est bon pour la mémoire. C'est bon pour la mémoire, oui. OK. Donc, un bon vieux jeu de mémoire. J'avais ça, moi aussi, quand j'étais petit, on tournait les cartes. Mais un petit peu plus au bout du jour. Oh, oui, parfait. Un autre jeu, l'autre grand jeu là-bas, là? Celui-là, Oui. mes premiers masques. Alors, ce qui est intéressant dans ce cas-ci, c'est que vous avez 6 masques représentant, comme des animaux, si on veut. C'est prédécoupé, il y a des décorations aussi, toutes prédécoupées, pré-encollées. Alors, l'enfant n'a qu'à faire, là, créer ces petits masques. Et il n'y a pas beaucoup, c'est pas un jeu qui est directif, c'est vraiment très créatif. L'enfant peut faire vraiment ce qu'il veut selon son imagination, faire des trucs très farfelus. Ouais. Et ça se détaille 15 $. 15 $. Ah, ben c'est très accessible. Comment vous choisissez les jeux? Comment vous dites ça, par exemple? Vous avez toute une grille, là, très complexe et scientifique, je présume. Oui. En fait, dans un premier temps, cette année, on a testé comme 145 produits environ pour arriver à 100 bons produits et pour arriver à 11 produits, qui sont moins bons. Oui. Et également, il y a des familles qui ont testé les produits. Alors ça nous aide, évidemment. Les familles viennent à nos bureaux chercher les jouets. C'est selon... Moi, je leur prépare les sacs selon les goûts, les intérêts des enfants. Et à toutes les 2 semaines, tout ça se déroule là, durant l'été. Donnez-nous les autres coups de cœur. Les autres coups de cœur, Step by Step, ça se détaille 16 $. C'est fabriqué par la compagnie Jeco. Alors, celui-là, c'est que vous avez trois petits dessins et on doit suivre vraiment là, étape par étape le petit dessin. Il y a 24 dessins à reproduire. Alors, c'est bien parce que ça décortique l'image, c'est plus facile pour les enfants. Drôle d'empreinte. Drôle d'empreinte. Alors, très rigolo. Vous avez, on vous donne des petites idées de dessin et on doit les faire simplement en mettant l'empreinte des doigts ici, qu'on doit placer. Et il y a un petit crayon feutre, on peut ajouter des petites pattes, des petits yeux, toutes sortes de... Et ça se détaille une quinzaine de $. Oui, mais il va y avoir de l'encre partout dans la maison, là, vous non, pensez pas? Ça ne tâche pas. Ça tâche pas? C'est merveilleux et ça se lave comme un charme. Bon, c'est pas chimique du tout. Allez-y. Mimique, c'est un jeu de grimaces. Alors, le but du jeu, c'est de faire des trios. On doit être la personne qui a le plus de trios. Lorsque je demande une carte, je dois faire la grimace qui est sur le jeu. Oui. Et si vous n'avez pas la carte, vous devez me tirer la langue. On devrait jouer. C'est vrai? Oui. Bon, allez-y, testez. Jacques Nantel, une belle grimace. Non, mais j'ai l'impression que j'ai des classes d'étudiants qui sont abonnés à ce truc-là. Et ça se détaille 9 $. Ah, ben 9 $. Oui. Alors, beau petit jeu pour la famille. Alors, c'est quoi? On tire une carte, puis on fait une grimace? Oui. Non, en fait, le but, c'est d'avoir 3 cartes identiques, 3 grimaces identiques. Oui. Et d'en avoir le plus possible. Et chaque joueur a un certain nombre de cartes là, dans les mains. OK, parfait. Et on doit les demander à nos... Vous voyez, les grimaces, il y en a de toutes sortes, là, oui, des grimaces. C'est intéressant parce qu'elles sont distinctes et faciles à reproduire aussi. Voilà. Donc, même grand-maman va être capable de reproduire les grimaces. Formidable. Je pense que c'est notre préféré. Oui, il en reste un autre dans les coups de cœur. Chasse aux monstres. Alors, ça aussi, c'est un jeu de mémoire. Vous avez des monstres et chacun des monstres a part d'un jouet bien précis. Alors, on a des petites cartes jouets placées, évidemment, face contre table, à côté de notre pile de monstres. Et le but du jeu, c'est de retrouver le bon jouet, qui va faire peur aux monstres. Alors, c'est vraiment un petit jeu. Ça détaille 25 $. C'est fait par qui gagne. OK. Qui gagne, excusez-moi, le scorpion masqué. Le scorpion masqué. Oui, un jeu d'autodéfense du monstre. C'est bon, ça? Bon, excellent. OK, maintenant, nous allons passer à l'autre section, les mauvais jeux. Ceux que vous dites, c'est pas une bonne idée. Oui. Alors, allez-y. Alors, je vais commencer par celui-ci. Faites-nous peur. Fiddlestick, ça se détaille 40 $. Ben, l'idée, c'est très bien. Ce sont des connecteurs et des tiges là, qu'on doit emboîter. C'est un classique. Ça s'appelait Tinkertoy à l'époque. Mais comment ça peut ne pas être bon? Le problème, c'est que ça brise. Ah bon, oui. Je vais tasser le... C'est destiné à des enfants là, de 4 ans. C'est fabriqué en plastique, je présume, pas en bois. Non, c'est en bois. C'est en bois. Bien, il y a quelques petites pièces là, qui sont plus des petites plaquettes en plastique, mais la majorité est en bois. Mais ça brise parce que les enfants, évidemment, ne connaissent pas leur force. Comme ce sont des tiges, fait une à une probablement, là, c'est sûr que c'est pas évident d'avoir la même grosseur et tout ça. Donc, c'est sûr que parfois, ça brise. Voilà, ben, c'est ça qui est malheureux. Vous me décevez parce que je l'ai beaucoup aimé, oui, celui-là. Oui, effectivement. Vous le garder, hein? Vous pouvez partir avec. Si vous... Oui, je vais partir avec. Vous ne l'aimez pas, je vais le garder ici. Là, Alors, celui-là, je n'appuierai pas parce que c'est un petit peu fort. Le son est vraiment fort. Ben oui, il n'y a pas de bouton d'arrêt. Vous voulez l'entendre? OK. Il n'y a pas de bouton d'arrêt, il n'y a pas de bouton de volume. Ça, c'est plaisant pour les parents, ça. Oui. Annie. Oui.
faut aller mettre ça quelque part parce que je pense qu'on ne l'aura pas. Voilà, Ça, pour un merci. conseiller matrimonial, c'est le bonheur. Le 25 au matin, c'est plaisant. Oui, absolument. Ça Alors, réveille. InnoTab 3, c'est fabriqué par Vitech. C'est une tablette, on voit bien. Là, il y a une coquille, parce qu'à l'intérieur, si on enlève la coquille, la tablette, elle est plus dans le format d'une tablette, d'une mini-tablette, en fait. Le problème de ce jouet-là, c'est que ça se détaille 80 $. C'est énergivore, donc ça prend un adaptateur qui coûte 40 $. Les applications sont sur le site, bon, 3-4 $. Ça se compare et c'est pas très cher. Et c'est moins intuitif qu'une vraie tablette. Ouais. C'est un petit peu plus lent. Donc, il y a toutes sortes de petits trucs qui fait qu'il accroche. Alors, vous êtes mieux d'acheter une mini-tablette que vous allez pouvoir vous servir et la prêter aux enfants. Moi, je suggère 15 minutes, pas plus. Hein? Moi, je suis plus sévère. C'est pas 1 heure ou 2 heures, 15 minutes. Ah non, ben il faut y aller vraiment, faut parcimonie, hein, ces Ouais, jouets-là. oui. Et ça? Ça, c'est... Bon, ça aussi, vous en avez peut-être déjà eu quand vous étiez Ben, petit. C'est un le transformer. Ben oui. C'est tout à fait le principe du transformer. Ben oui. Alors, on doit... Bon, Facile. au début, il est en espèce de personnage et on doit le transformer en rhinocéros. Et vous avez ici un Vous êtes beau absorbé, plan là, quand même? de 32 étapes faciles. 32 étapes pour faciles, le transformer. c'est bon, Et une fois qu'on a terminé, il y a toujours une petite patte, il y a toujours quelque chose qui ne tient pas bien. Et ça se effectivement, il y détaille a quand le- même 30 $. Et la petite madame Oui. ici? La petite madame, ben ça, c'est une petite poupée qu'on doit faire manger, qu'on doit faire boire, bon, qui fait pipi, vous imaginez. Qui fait pipi? Oui, oui, tout ça, oui, oui. Mais à l'intérieur, c'est tout un système de tubulures, de tuyaux, qui fait que, bon, on voit ici un Oh petit mon peu. Dieu Seigneur, arrêtez, Oui, oui, on est en direct à la télé. Oh là là! Oui, mais je voulais, faut voir. Hein. Et le problème, c'est que, bon, faut nettoyer tout ça, sinon, OK. ben, ça fait de la moisissure. Et ça se détaille une quarantaine de Excellent. dollars. Ce sont Voilà. c'est sur ces excellentes paroles qu'on vous remercie, Mme Charbonneau. Merci beaucoup, puis on va faire la distribution des cadeaux tantôt. Merci bien. Les enfants, en tout cas, eux, ils savent ce qu'ils veulent. On a demandé à des enfants ce qu'ils souhaitent recevoir sous le sapin de Noël. Que tu veux, Noémie, pour Noël? Une liseuse. Liseuse électronique. Ouais. Pourquoi une liseuse électronique? Parce que j'aime beaucoup lire. Let's Just Dance. Moi, je veux des Legos. Les trains, les voitures. Plein de poupées de Barbie. C'est la Xbox 360. Et mon jeu préféré, c'est Assassin's Creed. Les Legos. Et j'aimerais ça avoir une poupée de Monster High. Un film. Moi, je voudrais un pouf rose. On peut donner des cadeaux, mais on peut aussi donner du temps ou faire un don aux gens dans le besoin. En fait, il y a bien des façons de donner. Maxime Bertrand, bonsoir. Bonsoir, Gérald. Vous avez rencontré, vous, plusieurs personnes qui donnent autrement. En fait, Gérald, nous avons demandé à nos téléspectateurs de nous dire ce que signifie pour eux donner autrement et nous leur avons demandé s'ils prêchent par l'exemple. Alors, résultat, ils ont été nombreux à répondre à l'appel, signe peut-être qu'il y a une consommation plus responsable, plus réfléchie, qu'une façon de donner beaucoup plus personnelle qui émerge. Ouais. Alors, nous avons retenu les témoignages de 4 personnes qui ont accepté de nous dévoiler un pan de leur vie. Les voici. Des beaux témoignages. Merci, oui. Maxime. Mais je vous en prie. C'est une couverture pour ma petite fille de 5 ans, Joanie. Sa chambre, c'est dans ces teintes-là. Marie-André Maltais tisse des cadeaux pour sa famille depuis 4 ans. Cette année, elle le fait pour ses petites filles. Les petites, je vous avoue que cette année, ça a été une décision à prendre. Parce que je me dis, à 5 ans et 8 ans, pas sûr que Mamou va avoir beaucoup de succès cette année. Marie-André Maltais, alias Mamou, sait qu'elle va à contre-courant, mais elle y tient. Les enfants, c'est ça aujourd'hui. C'est toujours, on déballe un cadeau, on en donne un autre. C'est jamais suffisant, c'est jamais assez. On pourrait peut-être essayer de changer notre mentalité, changer notre façon de faire. Donc, dans 5, 10, 15 ans, ils vont pouvoir dire « Hey, c'est ma grand-mère, c'est Mamou qui a fait la couverture juste pour moi. » C'était un gros bébé de 9 mois, là, et faut s'occuper d'elle beaucoup. Ce gros bébé, c'est Aïcha. Elle appartient au fils de Benoît Marmen et à Sabru. Ils sont partis au Vietnam adopter leur 2e enfant. Plutôt que de faire garder le chien et de l'envoyer dans un chenil,
qui représentait un montant assez important pour eux, au-dessus de 1 000 $, ben, j'ai dit, cette année, ça sera votre cadeau de Noël. Benoît Marmen suit l'aventure de son fils grâce à son blog et a bien hâte de voir son deuxième petit-fils. Garder Aïcha lui permet de se dissocier de la frénésie qui caractérise Noël. Un Noël de famille, c'est basé vraiment sur la consommation. Et moi, j'étais un peu décroché de ça, surtout à cause de mon travail. Je travaille avec des gens qui sont en recherche d'emploi, qui sont privés de certaines choses, mais que les valeurs peuvent être mises sur autre chose que les biens de consommation. J'aime bien donner des paniers mélangés à Noël. J'essaie de faire un mix entre des confitures de figues. Confiture, gelée de piment, sel, tout est fait maison. La cuisine, c'est le terrain de prédilection de François Barrière. C'est ce qui me fait du bien parce que travailler en finance, c'est pas toujours stressant, mais c'est souvent stressant. La surconsommation, il la fuit. C'est facile d'aller au magasin, d'aller acheter quelque chose, puis de dire que la job est faite. 80% des choses viennent de Chine. Il n'y a pas beaucoup de recherche intelligente dans le cadeau en faisant ça comme ça. La solution, cuisiner pour la famille, pour les amis, toujours plus nombreux d'ailleurs. J'ai fait un repas de jour de l'an, 35 personnes, 14 services. J'aime cuisiner, moi ça me fait mon bonheur. As I am, I will be, as the earth needs the tree. Après avoir trouvé l'inspiration pour écrire, Joan Paquet a eu celle d'offrir ses œuvres en cadeau. J'ai choisi des poèmes que j'avais écrits. J'ai choisi des photos que j'avais prises de paysages, soit ici, en regardant dehors, ou lorsque je marche en forêt, ou lorsque je fais un voyage. Résultat, des recueils pour parents et amis pour Noël. Je donne une partie de moi à mes amis, puis à ma famille, en espérant qu'eux aussi puissent retrouver une paix et un calme intérieur. Réconfort, répit, délices, sérénité, des cadeaux qui ne sont ni éphémères ni jetables, et surtout qui n'ont pas de prix. Les gens au centre. Mais mes amis réagissent pendant le reportage. J'aurais aimé que vous les entendiez. Vous qualifiez ça comment, ce que vous venez de voir? Bien, c'est pas de la simplicité volontaire. Hein. La simplicité volontaire, c'est pas vraiment ça. La simplicité volontaire, c'est lorsque je diminue vraiment ma consommation. Ici, dans certains cas, par exemple, les pots de confiture, là, moi, je suis pari que chaque pot de confiture revient plus cher que s'il l'avait acheté chez Première Moisson ou ailleurs. Oui. Maintenant, c'est un luxe, souvent, qui appartient aux gens les plus fortunés que de faire ce genre de cadeau-là. Oui. C'est pas mauvais, là. C'est pas un reproche, là. Mais c'est essentiellement ce que l'on retrouve de plus en plus aux deux pôles les plus extrêmes de la consommation. Les gens qui sont vraiment, vraiment pauvres, là, eux autres sont pris pour déconsommer. Les gens très, très, très riches, bien, eux autres, ils rentrent de plus en plus dans ce genre de pattern-là. Mais en même temps, ce sont des exemples pour donner autrement. Donc, ça peut appartenir, justement, et ça peut être considéré par des gens qui ont peu de moyens ou qui veulent peu dépenser. Tout à fait. C'est aussi très beau, mais quand on se sent exclu toute l'année et qu'à Noël, on veut enfin faire partie de la grosse gang qui a du fun, puis qu'on est cassé, on donne pas des confitures à Noël. On se casse le basic, puis on achète un Xbox, puis on paye le reste de l'année. C'est ça qu'on fait quand on n'est pas riche. Mais donc, on a... Est-ce que à peu près tout le monde n'a pas un rapport tordu par rapport à l'argent? Mais parce que l'argent, c'est un symbole très puissant de qui on est, de qui on pense qu'on est, de notre réussite sociale, de notre identité, d'un sentiment d'appartenance. C'est porteur de tellement d'éléments qui n'ont rien à voir avec l'aspect comptable du truc que les gens pauvres vont pas faire des confitures à Noël, je vous le garantis. J'aimerais ça, mais ça voudrait dire qu'il faudrait assumer tout ça alors qu'on est constamment exclu. C'est beaucoup demandé. Donc, on s'en sort pas. Bien, c'est-à-dire que... Par rapport à cette période-là de l'année... C'est-à-dire que ça ne viendra pas instantanément là, à partir du 1er décembre. Ça, c'est clair. Le rapport à l'argent, c'est un truc qui doit se faire sur toute l'année et puis qui prend beaucoup, beaucoup de temps. Lorsqu'arrive la période des fêtes, effectivement, on est entraîné dans une espèce de tourbillon et puis on voit toutes sortes d'anomalies, des gens qui ne devraient pas consommer et puis peut-être des gens qui devraient consommer qui ne consomment pas. Oui, bien, il faut être fait solide, je trouve, pour passer à travers le temps des fêtes, parce qu'effectivement, il y a toutes sortes de pressions qui viennent de partout. On vous retrouve dans le dernier bloc de notre émission pour la fin, dans quelques instants, parce que là, on va aller faire un petit tour aux États-Unis. Est-ce que vous achetez
aux États-Unis. Dans un instant, on va vous dire si ça vaut la peine de faire quelques centaines ou dizaines de kilomètres pour acheter vos cadeaux de l'autre côté des lignes. Faites-vous vos achats aux États-Unis? Non. Pourquoi? Je sais pas, je vais pas, je fais mes achats ici. Oui, souvent. Qu'est-ce que vous achetez aux États-Unis? Vêtements surtout, électroniques. Des fois ça dépend. Ça dépend de ce qu'on cherche. Ça vaut la peine aussi comme des raisons. Pas du tout, non. Non, pas du tout, désolé. Pourquoi? Parce que j'ai tout ici à Montréal pour faire les achats. C'est sûr que ça arrive, mais ces temps-ci, surtout avec la valeur du dollar américain, c'est plus difficile. Non, moi, je fais ça ici, moi. À la dernière minute. Mais quand même, 80% des Canadiens vivent à moins de 160 km de la frontière. Ça peut être assez facile d'aller du côté américain. Peut-être moins rentable avec la chute du dollar canadien. Philippe Leblanc, à Toronto, vous êtes vous-même allé magasiner aux États-Unis pour voir si ça valait encore le coup. Oui, on est allé, en fait, Gérald, dans la grande région de Niagara-Buffalo, parce que dans les centres commerciaux du côté américain, on croise beaucoup de Canadiens qui vont aller faire leurs emplettes de ce côté-là, même que certains propriétaires de boutiques nous disent que 90% de leur clientèle est canadienne. Donc, on voulait savoir, est-ce qu'on peut vraiment encore faire de bonnes affaires? Je vous dirais que les aubaines qui peuvent sembler alléchantes ne l'étaient pas nécessairement. Nous sommes venus faire notre magasinage de Noël à Niagara Falls, en Ontario. Niagara Falls, c'est une ville qui est située à la frontière avec les États-Unis. D'ailleurs, les chutes que vous voyez sont situées en sol américain. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va aller acheter 4 cadeaux pour papa, pour maman, pour les enfants et aussi un autre cadeau pour toute la famille. Et on va comparer combien ça coûte ici au Canada et ensuite aux États-Unis. Premier arrêt, la quincaillerie pour les papas. C'est immanquable, vous l'avez sans doute remarqué, il y a toujours des travaux à faire autour de la maison. Donc, pourquoi pas offrir un outil cette année? On va aller voir ce qu'on peut trouver. Ouais, on a arrêté notre choix sur une perceuse. Rappelez-vous bien, parce qu'on va faire la comparaison à la fin, 149,99 pour cette perceuse du côté canadien. Cette fois-ci, on va payer un peu plus cher, mais c'est un cadeau pour les mamans, donc c'est parfait. Pourquoi pas une montre? Il y en a quelques-unes qui ont attiré notre attention. Celle-ci, qui est à la mode en plus. And how much would that be? $495. 495 du côté canadien. Donc, allons-y avec des Legos, 448 morceaux. Comme ça va garder les enfants occupés pendant un bon moment pour la construction avant qu'ils puissent vraiment jouer avec le vaisseau. On a pensé que pour agrémenter certaines soirées en famille ou même pour mieux apprécier les bulletins de nouvelles, ça prendrait un nouveau téléviseur, mais quelque chose de gros, quelque chose de grand format, de géant. On pense maintenant à un téléviseur 60 pouces. Vous voyez le format? C'est quelque chose de très imposant. Nous sommes maintenant à Amherst, dans l'État de New York. C'est environ à 20-25 minutes de route de Niagara Falls. Allons maintenant voir quel genre de prix nous pouvons obtenir pour nos 4 cadeaux, c'est-à-dire une montre pour femme, un téléviseur 60 pouces, une perceuse sans fil et aussi un jouet. Souvenez-vous quand le magasinage aux États-Unis était moins populaire. Selon Statistique Canada, les Canadiens ont dépensé 4,5 milliards de dollars au sud de la frontière en 2006 et 8 milliards en 2012. C'est une augmentation de 72 %. Avec le taux de change de la Banque du Canada en date du 9 décembre, il n'y avait pas de grandes économies à réaliser aux États-Unis. La perceuse et la montre étaient plus chères aux États-Unis, le jouet et le téléviseur étaient moins chers. Puis n'oubliez pas, lorsque vient le temps de tout calculer, il faut aussi tenir compte des frais de déplacement et des frais de douane dans certains cas. Et je vous mentionne que le gouvernement fédéral a annoncé son intention de s'attaquer aux écarts de prix Canada-États-Unis. Le ministre James Moore de l'Industrie va déposer d'ailleurs un projet de loi qui permettra au commissaire de la concurrence d'enquêter sur des écarts de prix dits injustifiés. Le commissaire va rendre public les résultats de ces enquêtes, mais ne va pas obliger les détaillants à baisser leurs prix.
Jacques Nantel, la baisse du dollar canadien a fait le travail, dans le fond, sur ces écarts de prix. Oui, cette année, c'est réglé, hein, ça c'est sûr. Et puis également, les changements de prix sur l'essence. Tout ça fait en sorte que les consommateurs canadiens ont avantage à rester chez eux. Oui. Et à magasiner ici, finalement. À magasiner ici, et c'est ce que l'on voit de plus en plus. Cette année, il n'y a pas une grande frénésie pour aller aux États-Unis. Mot de la fin, parce qu'on approche de la fin. Isabelle Thibault, je pense que c'est important de rappeler à quoi sert l'argent dans tout ça. Bien, en fait, l'argent, c'est un moyen. C'est un moyen pour, j'espère, actualiser nos aspirations. C'est pas une fin en soi. On s'imagine que c'est une fin en soi et en fait, souvent, l'argent a pris le contrôle de nos vies. Et c'était pour ça mon choix de mot au départ, le mot choix. On peut choisir de renverser ça et de décider qu'on va... C'est notre argent qui va nous suivre. On ne va pas suivre nos dépenses. Nos dépenses vont nous suivre. Et c'est toute une différence. C'est intéressant, ça. Vous avez parlé d'artificiel au début. Oui, d'artificiel. En fait, il y a toute une le prof de marketing. Oui, il y a toute une théorie en économie qui est absolument extraordinaire, qui montre, ça c'est des économistes là, sérieux, qui montre que Noël, c'est de la destruction de valeur. Pour une raison bien simple. Et c'est assez intéressant, c'est bien documenté. Il y a beaucoup d'enquêtes qui sont faites au lendemain de Noël en disant, le cadeau que vous avez reçu, là, combien vous auriez payé pour ça? Et en moyenne, on revient toujours au chiffre de 66 %. Les gens voient dans un cadeau 66 % du prix qu'on a payé pour ce cadeau-là. Un peu décevant, essentiellement, ça explique qu'on est toujours les meilleures personnes pour choisir soi-même et que lorsqu'on offre un cadeau, bien évidemment, il y a la magie de Noël, mais il y a toujours un risque. 17 % des cadeaux vont être retournés cette année. 17 %? Ah là là. Occupez-vous des garanties, assurez-vous que c'est possible. Non, vous avez tout à fait raison. Politique de remboursement. Excellent. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Et le mot de la fin, je vais le donner à vous, les téléspectateurs. Si vous avez le goût de commenter, n'hésitez pas, parce que sur notre page Facebook, je vous demande qu'est-ce que vous donnez à Noël, combien vous dépensez et si vous avez des trucs pour ne pas trop dépenser. Nous vous avons présenté la 3e édition de RDI Économie spéciale des fêtes. J'espère qu'on a répondu à quelques-unes de vos questions. Merci à l'équipe ici à Montréal et ailleurs dans nos stations qui ont participé à cette émission. Merci à vous également de votre attention.